Et bonjour. Avec cette belle journée, maintenant on a eu une hausse des températures depuis une bonne semaine et une belle activité sur les ruchers. Que ce soit des vols de propreté, des rentrées de nourriture, on les voit passer avec du pollen aux pattes. Donc ça fait plaisir et on peut commencer à tirer un premier bilan sur malheureusement les colonies que l'on a perdues cet hiver. Allez, je lance l'intro et on en parle. Ah, je ne vous cache pas que je suis quand même beaucoup plus à l'aise pour travailler avec des températures comme on a là. On est aux alentours je sais pas, il doit faire 13-15 degrés. Il y a du soleil, on est quand même vraiment bien. Et puis c'est quand même une belle chose et une bonne chose de voir sortir nos abeilles et qu'elles commencent à rentrer avec de la nourriture. Bon, j'ai pu faire un premier bilan. Attention, c'est un premier bilan à date, ce n'est pas le bilan définitif de la sortie hivernale. Parce qu'on est on est quand même encore au mois de janvier, dans les derniers jours de janvier. Donc on a quand même février, une partie de mars à passer pour être vraiment sûr de ce que l'on va retrouver à la sortie de l'hiver. Moi, à aujourd'hui, sur les pertes, c'est plutôt bon. J'ai de très bons résultats sur des ruchers. Et sur un rucher, je suis pas bon. Alors quand je dis je suis pas bon, c'est entre guillemets, tout est relatif. Il faut faire attention. Alors moi, mes ruchers, on va dire qu'on va partir sur une moyenne de 50 ruches par rucher. Donc j'ai des ruchers où j'ai à date zéro perte. Toutes les colonies sont encore actives et j'ai qu'un rucher, donc j'ai qu'un rucher où là j'ai de mauvais résultats parce que sur 50 colonies, j'en ai à date 4, mais la cinquième elle va pas tenir, donc j'en ai 5 qui sont mortes. Et donc ça me fait à l'heure actuelle 10% de perte. Alors pour certains, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Alors donc, je me suis un petit peu repenché sur tout ce que je peux noter sur les floraisons, etc. Et je pense que sur ce rucher, euh, j'ai fait une erreur. Il y a la perte, je pense que j'en suis pas mal responsable. Parce que toutes les pertes que j'ai eues, quand on contrôle bien, ça a été à cause du varroa. D'accord. Donc, à cause du varroa, j'ai fait mes traitements sur tous mes ruchers à la même date. Et c'est là où, pour moi, le traitement, je parle de traitement hivernal. Quand j'ai mis mes lanières, j'ai traité à l'amitraze. Et quand j'ai mis mes lanières cette année, je les ai mis comme toutes les années, je les mets à la même date. Et quand je regarde mes dates de floraison, de rentrée par rucher, je me rends compte que celui-ci, j'ai des floraisons, c'est mon rucher qui démarre le plus tôt. Donc j'ai des floraisons qui sont précoces, mais qui s'arrêtent très tôt. Et je les traite en même temps que les autres. Donc je fais passer une partie de l'été avec des ruches pleines, où il n'y a plus de rentrée. Et j'ai une prolifération, je pense de varroa. Et en le traitant comme les autres, je pense que c'est moi qui le pénalise en rapport de ça. Donc l'année prochaine, je vais le traiter plus tôt que les autres ruchers. Je vais le traiter à la sortie de la dernière mielée. Alors moi, je ne suis pas un producteur de miel. Hein. Mes ruches sont sédentaires. Moi, je fais de l'élevage, rennes et essaims. Donc je peux traiter relativement quand je veux parce que je vais pas. J'ai quelques ruches en prod où je vends du miel autour de chez moi aux personnes qui m'en demandent parce qu'ils voient des ruches, ils vous demandent du miel, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait de la production de miel. D'accord. Donc
le traitement pour moi est beaucoup plus facile pour d'autres producteurs, pour d'autres apiculteurs. Donc, je pense que j'ai ma part de responsabilité là sur ce rucher. Et il faudra, parce que chaque année, j'ai regardé, c'est là où j'en ai toujours un petit peu plus que les autres, mais avec ces problèmes climatiques que l'on a depuis 2 ans, avec ces canicules, etc., ça m'a changé complètement. Les floraisons que j'avais en juillet, on les a plus sur celui-là de rucher. Donc il faut que ce soit moi qui m'adapte à modifier pour voir si ça va m'amener une amélioration sur mon résultat. Alors, certains vont me dire, ouais, te plains pas, tu as très peu de pertes. Oui, mais on en a toujours trop. On en a toujours trop de pertes. 5%, c'est le taux de perte que j'ai sur les nucléi. Et les nucléi, pour moi, personnellement, c'est le plus dur à hiverner. C'est le plus dur à hiverner parce que elles peuvent vous consommer toute leur réserve rapidement, donc ça peut mourir de faim. Pour les traitements, c'est plus compliqué à faire. Donc, c'est plus délicat pour moi les nucléi, et j'ai pas plus de pertes à nucléi que sur ce rucher. Donc pour moi, j'ai une grosse part de responsabilité. Il faut que je regarde tout ça. J'ai eu des messages de pas mal de personnes qui vont sur mon site en me disant qu'ils avaient eu beaucoup de pertes, et ils ont retrouvé des ruches complètement vides dans leur colonie, alors que quand ils leur ont mis à manger ou quand ils ont contrôlé, il y avait des réserves, il y avait des abeilles, il y avait tout ce qu'il fallait, et puis ils ont retrouvé la ruche vide avec des réserves, avec tout. Alors ça, en règle générale, moi je l'ai eu aussi sur les 5, j'en ai eu que ça m'est arrivé. Après, quand on analyse bien, qu'on contrôle bien, qu'on regarde bien le couvain coroperculé qu'il y a et qu'on cherche, on se rend compte que moi, dans mon cas, ça a été une prolifération du varroa. Alors est-ce qu'on va dire que c'est la mitraz qui n'a pas été... qui n'a pas fait son job? Quand on en parle de 5%, ça veut dire qu'il y a 95% qui a été bon. C'est un peu délicat à dire. Je pense que si mon traitement n'avait pas fonctionné, j'aurais de plus grosses pertes. Mais c'est vrai que de plus en plus, avec ces changements climatiques, il faut suivre de mieux en mieux ce varroa, parce que on a de plus en plus de couvains, de bonheur, tardivement, donc ça prolifère, et puis après, quand on rentre en hiver, il y en a trop, on a fait ces traitements avant, on pense qu'on est bon, on dit on attend décembre, et puis quand on traite en décembre, il y en a déjà qui ont, entre guillemets, qui ont disparu entre-temps, et il y en a d'autres que l'on traite qui vont disparaître entre-temps parce qu'ils sont trop infestés. C'est pas l'acide oxalique qui va arriver avec un traitement qui va arriver à les sauver. Donc voilà pour ce premier bilan qui est dans l'ensemble qui est bon. Je suis pas en train de me plaindre, loin de là. Mais je suis en train de me poser des questions et des réflexions qu'il faut que je regarde comment m'organiser pour 2024, parce que sinon je pense que je vais monter crescendo dans les pertes, et c'est ce que je ne veux pas y arriver, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai eu pas mal de questions, de propositions, de personnes qui regardent les vidéos, et je en remercie. C'est toujours très intéressant de lire les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde, et même si je ne peux pas écrire 30 lignes parce que ça me prend pas mal de temps et j'ai d'autres choses à faire, mais j'essaie de regarder tout et d'analyser les réponses que me donne, parce qu'il y a toujours de bonnes choses à prendre dans tout ça. Donc, la première réponse que je veux donner à une personne qui m'a laissé un commentaire, c'est en me disant j'ai vu que sur ta dernière vidéo, il y a une ruche qui a plus de taux d'humidité que l'autre. Est-ce que quand on dépasse les 70%, c'est pas trop humide, etc. Alors j'ai répondu que non, du moment qu'on n'a pas de condensation dans la ruche, que l'eau ne coule pas, il n'y a pas de risque. Et en plus, il ne faut pas prendre un thermomètre comme ça, brut.
sans pouvoir l'analyser à autre chose. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous dis, il fait entre 13 et 15 degrés à l'ombre. Et on est à l'extérieur à 71% de taux d'humidité aujourd'hui. À l'heure que je vous parle, parce que j'ai regardé juste avant de sortir, de venir au rucher, chez moi, sur ma centrale, oui, c'est une centrale météo, que j'ai toutes les informations dessus. Donc je vous ferai une petite vidéo parce que j'en ai installé une pour savoir le vent, les températures, l'hygrométrie, savoir si l'humidité elle est haute, elle est basse. Parce qu'il faut bien que je compare ce que j'ai dans les ruches à quelque chose qui est à l'extérieur et qui est au même endroit. C'est-à-dire que sur le rucher où on est, où j'ai des nucléi, où j'ai aussi mes F0, mes ruches à mâles, etc., pour tous ceux qui est de l'élevage sur ce rucher-là, sans parler des autres, hein, sur ce rucher-là, eh bien, j'ai une centrale météo qui me donne vraiment des informations. Comme ça, je peux comparer mes résultats de ce que j'ai dans les ruches en rapport à ce qui fait à l'extérieur. Le taux d'humidité, moi actuellement sur mon point géographique, là où j'ai des soucis, c'est l'été, quand il fait vraiment chaud, quand il est en canicule, il est vraiment trop bas. On se rend compte, même quand on est habitué à faire du picking ou autre, de travailler avec des abeilles, on se rend compte que même la gelée royale, d'accord, elle s'assèche. Donc, c'est que vous êtes trop bas en humidité et hygrométrie dans la ruche, donc il faut essayer de le relever. Alors le relever, vous pouvez prendre un cadre, le remplir d'eau et pour amener de l'humidité dans la ruche, parce que les abeilles, oui, elles prennent de l'eau, elles battent des ailes pour essayer, mais c'est pas suffisant actuellement, et je parle vraiment du plein été. Donc, toujours approcher un chiffre à un autre pour pouvoir contrôler ce qui se passe dans la ruche. Moi actuellement, ce que je regarde surtout sur mes thermomètres, c'est la température que j'ai sur le haut des cadres, d'accord, pour voir. Alors, si ma sonde se retrouve sur le couvain, j'ai vraiment la température en dessus le couvain pour regarder ce qui se passe. Et j'ai d'autres ruches où je suis décalé pour voir quand j'ai la grappe qui est en train, la colonie qui est en train de grossir. Ce qui est le cas actuellement, parce que hier, en faisant un contrôle sur une, j'étais obligé de sortir un cadre, quoi, obligé. Il n'y a jamais d'obligation, hein. Il n'y a jamais d'obligation. Mais je voulais voir où c'est que j'en étais sur la ponte, le couvain, et j'ai déjà pas mal de cadres pleins de ponte, et c'est déjà du couvain operculé. Donc elle n'a pas pondu il y a le jour même, hein. Donc c'était déjà operculé, et c'était déjà du couvain qui était operculé, déjà foncé. Ça veut dire qu'il n'était pas operculé de la veille ou de 2 jours avant. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'il avait déjà été operculé. Donc, je peux vous dire que la ponte chez nous a bien repris, ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, elles ont les ressources pour pouvoir pallier à ça. Par contre, surveillez bien vos réserves. C'est là où ça va vraiment chuter. Donc voilà pour répondre à la première des questions. La deuxième des questions, c'est une personne qui m'a dit sur ton isolation, tout ça c'est bien, mais quand tu nourris, comment tu fais? Est-ce que tu devrais pas plutôt pour garder une bonne isolation sur tes ruches, le faire avec une plaque de polystyrène, hein, et découper là où après tu peux mettre ton candy, le refermer quand il n'y a pas de candy, comme ça tu n'as pas de déperdition. De déperdition, et c'est peut-être plus facile, tu enlèves ton nourrisseur, tu laisses ça l'hiver, et l'été tu peux t'en servir aussi pour mettre en dessus, pour isoler sur le haut. Alors, c'est pas idiot, hein. La personne, ce qu'elle m'a écrit, c'est loin d'être idiot, c'est même malin, hein. Pour moi, hein, pourquoi je ne travaille pas comme ça? La première des premières, c'est le nombre de ruches. Et le nombre de ruches que j'ai,
ça me fait faire beaucoup de manipulations, ce que je ne veux pas faire, hein, parce qu'on ne peut pas laisser en permanence polysirène, nourrisseur, tout en hauteur comme ça fait beaucoup trop de choses. Hein. Donc voilà, donc moi c'est surtout sur le principe de la gestion, je ne peux pas le faire. Et deuxième chose, chaque nourrisseur chez moi est attitré à une ruche, c'est-à-dire que le nourrisseur il reste en permanence comme beaucoup d'apiculteurs. Hein. Je pense qu'on est une majorité à travailler comme ça, surtout chez les pros, ça reste en permanence. Le nourrisseur il reste avec sa ruche en permanence. Donc il y a un nourrisseur et on bouge l'isolation en fonction de l'été et en fonction de l'hiver, avec le déplacement de ce qu'on a besoin dans le nourrisseur. En plus, l'avantage qu'on a, c'est que moi, dans mon cas, je veux que mes toits, si je prends les toits en tôle, je veux qu'ils viennent sur le bas, qui recouvre le haut du corps de ruche. Ça fait que s'il pleut de côté, je ne veux pas que ça puisse passer entre le nourrisseur, si le toit ne vient pas complètement le recouvrir, je ne veux pas que l'eau arrive à passer entre le nourrisseur et le corps de ruche. Alors, vous allez me dire, oui, mais le mettre de la propolis, bien sûr, le mettre de la propolis, hein, mais vous faites une visite de votre rucher et dans la nuit même, vous avez un gros orage, on n'a pas eu le temps. Alors, je ne vous dis pas que si vous avez ouvert 50 ruches, 50 vont être remplies d'eau, mais ça peut arriver. Aussi, chez nous, il y a beaucoup de Mistral, et comme ça, je sais que la première chose qui isole du vent, ça va être le toit en tôle ou le toit en polysirène, parce que moi j'ai les deux, et au moins ça me rassure. Si ce n'est pas peut-être d'une efficacité à toute épreuve, ça me rassure. Donc voilà pourquoi moi je travaille de cette façon. Alors maintenant, pour expliquer aux gens, je vais vous montrer sur une ruche comment je mets pour essayer de garder une isolation et que ça aille très vite à mettre en place, que je puisse passer d'un système à l'autre entre le nourrisseur, le plexiglas qui est posé en couvre-cadre, mon isolation et mon nourrisseur, ou passer directement quand j'ai besoin de mon nourrisseur pour nourrir et de mettre l'isolation et que ce soit aussi isolé. Donc ça sera plus simple de vous montrer ça sur une ruche. Allez, on regarde ça ensemble. Premier cas de figure, donc là c'est un toit en tôle que j'avais peint en blanc pour voir les différentes températures en plein été, ce que ça fait ou ce que ça fait pas de mieux ou de moins bien sur l'isolation. Donc j'ai mon toit en tôle que j'enlève, posé à côté. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, mon isolation polysirène ou purétane est passée en dessus. Ici, j'ai mon couvre-cadre. Bien sûr, mon nourrisseur. Donc ici, voilà, température 29,2 et taux d'humidité 65% pour 71% à l'extérieur. Donc c'est plus sec à l'intérieur de la ruche qu'à l'extérieur à l'heure actuelle. Donc voilà, donc ici elle a été nourrie. Comme vous pouvez le voir, le nourrisseur il est dans la même position que j'ai habituellement. D'accord? Alors, pourquoi je peux le mettre comme ça, hein, pour ceux qui me suivent, ils le savent, hein. Je mets des lithos sur le bas, ce qui me le rehausse d'un centimètre et demi, ça dépend de l'épaisseur que vous allez mettre. Alors pour les mettre, moi je les visse, ou je colle et je visse. D'accord? Donc au moins ça me laisse de la place. Et là j'ai mon isolant, d'accord, qui est dessus, là où j'ai nourri. Donc je suis isolé. Je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà. Ma colonie est ici. Ma zone de température est ici. Ici, j'ai ça c'est du candy miel, hein. C'est du candy miel. J'aime bien les nourrir avec ça. Je trouve que c'est pas mal. Et j'ai mon isolant. Donc, elle reste au chaud, 29 degrés sur le haut de la grappe. Je mets
Mon nourrisseur, c'est bien fermé. Je remets en place, hop, le thermomètre. Je remets le couvre de cadre et l'isolation. Et je mets ici, je remets le toit. Et voilà. Voilà une des façons de faire. Alors maintenant, pour le second cas de figure, j'ai pris une ruche vide parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore nourri avec du candy. Quand je parle du candy, que ce soit du 1 kg ou de 2 kg, c'est le standard, c'est le candy standard qui est assez épais, d'accord, voilà, que j'utilise le moins possible. Je l'utilise vraiment, vraiment par obligation, par nécessité, d'accord. Sinon, je préfère mettre du candy miel, ou du candy super protéiné, ou alors du pâtis. Mais du candy, on va dire classique de base, c'est vraiment par obligation. Donc, comment je l'utilise? Donc ici, une ruche classique, comme on a vu tout à l'heure, d'accord. Donc, hop, le toit. Le nourrisseur, l'isolant qui vient sous le nourrisseur, l'isolant à bulle réfléchissant et le couvre-cadre. Si vous le mettez de ce côté, je vous rappelle, vous avez de meilleurs résultats pour le réfléchissant que si vous le mettez comme ceci. La seule chose, c'est que ça va vous salir plus votre isolant quand il est directement en contact avec les abeilles. Donc voilà. Alors, comment je vais travailler? Je vais travailler tout simplement en mettant mon pain de candy, et là c'est un 2 kg, là c'est un 2 kg, donc je ne vais pas le couper pour en faire 1 kg, donc là il y a 2 kg. Je le pose ici sur le devant, parce qu'en règle générale, votre grappe est toujours sur l'avant de la ruche. Donc, je le pose. Je mets mon isolant à bulle réfléchissant par-dessus. Ensuite, je retourne mon nourrisseur. C'est du grand classique. Vous voyez que là, il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Et je ferme. Là, vous voyez, c'est fermé, c'est bien fermé, et j'ai quand même mon isolant. Ensuite, je mets, hop, ici, mon couvre-cadre, et bien sûr, mon polyuréthane par-dessus. Donc, ça fait que j'ai nourri, mais j'ai quand même toujours l'isolant principal réfléchissant qui est en dessus des cadres. Il ne faut pas quand même aussi oublier que tant qu'il y a la nourriture, ici ça vous fait un isolant. Et cette partie vient par-dessus et bien sûr va s'occuper de la partie, on va dire, arrière des cadres. Donc ça, c'est la façon quand vous utilisez du candy qui est épais, parce que si je me servais des lithos comme tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que ça ne peut pas fermer. C'est vraiment trop haut. Donc je suis vraiment obligé de le retourner pour que ça puisse fermer. Donc ça, c'est une façon. Ensuite, juste pour rappel, quand je pose directement dessus et que je me sers du nourrisseur posé de cette façon, je m'en sers aussi pour le pâtis. Ça, c'est du pâtis, comme ceci. Et vous voyez que ça ferme sans problème. Je peux même rajouter, si j'en ai besoin, si j'ai peur qu'il fasse encore froid, l'isolant par-dessus. Et je ferme.
ou sans isolant. Et ça fonctionne aussi avec du candy super protéiné, avec l'isolant ou sans l'isolant. Je vous mets l'isolant parce que ça rajoute de l'épaisseur. Et vous voyez qu'avec les litho que je mets, ça ne me pose pas de soucis. Alors ça, c'était juste pour rappel, hein, pour ceux qui me suivent, ils le savent. Hein. Voilà, les lithos qui sont fixés dessous, ils sont vissés par le côté et collés, et ils y sont en permanence. D'accord? Comme ça me permet de travailler plus facilement. Alors c'est vrai que quand vous voyez mes nourrisseurs avec ça, oui, je suis plus habitué à me servir du candy miel, du candy super protéiné ou du pâtis. Comme ça passe dessous, j'ai pas de soucis, je ne me pose pas de questions, que du candy, entre guillemets, candy, on va dire, classique, hein, qui est beaucoup plus haut et que moi, j'utilise très peu. Alors, bien sûr que je l'utilise, si j'en ai besoin, parce que j'ai une ruche une ou des ruches, suivant les conditions climatiques, ont besoin d'être nourries et que je sais que ça va durer dans la longueur, eh bien, j'utilise ça. Mais je l'utilise le moins possible, c'est vraiment par obligation, par nécessité, pour aller faire tenir la colonie jusqu'à ce qu'on ait des rentrées de nourriture. Donc déjà, vous avez vu sur la vidéo, nous on a déjà des rentrées de nourriture, on est le 30 janvier. Alors, l'hiver n'est pas fini, hein. C'est pas parce qu'on est 30 janvier que ça rentre du pollen et que ça rentre du nectar, parce que j'en ai déjà vu dans des ruches dans des ruches sur notre rucher, que l'hiver est fini. Hein. Février n'est pas passé, et des fois en mars, nous on a une vague de froid qui est jamais très bonne, puisque chaque année, vous devez entendre dire que les fruitiers ont gelé sur la région sud de la France. Hein. Donc voilà. Donc voilà ma façon de nourrir et pourquoi je travaille comme ça. Alors je ne dis pas que c'est la meilleure des façons, je ne dis pas que c'est celle qu'il faut faire, mais c'est celle qui convient à mon apiculture et ma façon de travailler. Alors, j'ai des ruchers où j'ai pas les lithos. J'ai des ruchers où j'ai pas les lithos. Pourquoi? Parce que c'est des ruchers où j'ai de grosses floraisons et où j'ai beaucoup, normalement, où j'ai beaucoup de nourriture dans les ruches. D'accord? Donc c'est les ruchers que je nourris normalement pas, ou si je nourris, ça va être sur un rucher comme d'hab, de 50 ruches, je vais nourrir 3-5%, pas plus. Et c'est pas tous les hivers. Il y a beaucoup de rentrées de pollen, donc souvent j'ai des cadres complets de pollen et bien sûr de nectar. Donc même là, je ne mets jamais du pâtis ou autre pour les aider pour le démarrage, parce qu'en plus sur ce rucher, il y a des floraisons précoces. Donc vous allez me dire, c'est le rucher idéal. Peut-être, mais bon, comme sur tous les ruchers, il y a des choses qui vont pas, qui seraient mieux autrement. Mais donc, voilà, c'est quand même un très bon rucher. Je parle pour la partie élevage, je ne parle pas pour la partie production de miel. Bien faire la différence entre les deux. Hein. Quand on est sur l'élevage, nous on a besoin de tout, des floraisons qui soient plus longues, même moins fortes. Hein. On ne cherche pas à faire des hausses et des hausses de miel. Hein. C'est pas du tout l'intérêt de ça. L'intérêt, c'est de faire grossir nos colonies et qu'elles puissent faire leurs réserves et qu'on puisse les suivre, voir ce qui se passe. Donc voilà. Donc voilà pourquoi, des fois, vous allez voir des cadres où j'ai pas les lithos dessous, parce que c'est pas filmé sur un rucher entre guillemets traditionnel comme j'ai ailleurs. Donc voilà ma façon de faire. Alors, avant de finir, je vais juste revenir un petit peu. Tout à l'heure, on a parlé du taux de mortalité. C'est juste pour éviter des débats qui sont souvent inutiles. Sur le taux de mortalité, c'est sûr que plus on a de ruches, normalement, plus on arrive à maîtriser plus facilement le taux de mortalité.
parce que vous avez 2 ruches, vous en avez une qui est morte. Si vous parlez en taux, vous êtes à 50%. Si vous avez 10 ruches, qu'il y en a une qui est morte, c'est du 10%. Si vous avez ça, c'est 1%. Donc c'est pour ça que le taux est intéressant à entendre, mais il faut savoir de quel chiffre on parle aussi à la base. D'accord? Donc moi, je parle toujours normalement du taux par rucher, et en fin de saison, je fais un taux global, mais le taux global, pour moi, n'a aucune signification, si ce n'est d'avoir une vision globale. Mais on doit gérer par rucher. C'est ce que je vous ai dit en début d'épisode. La mortalité, je l'ai plus sur un rucher que sur les autres. D'accord? C'est le même apiculteur, c'est les mêmes traitements, je travaille de la même façon, mais c'est justement là où je vous ai dit que je suis mauvais, c'est qu'il faut que je change ma façon de travailler en fonction des ruchers, en fonction des mêlées. Alors pour la température, c'est pareil, parce qu'ils ne sont pas espacés moi, mes ruchers ne sont pas à plus de 10 km autour de chez moi, hein. Donc ce n'est pas les conditions climatiques de la région. Alors après, bien sûr, c'est plus ou moins au soleil, plus ou moins au vent, et bien sûr, plus ou moins près des ressources naturelles pour que le puisse se nourrir. Et puis écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et puis j'espère que pour vous et pour vos abeilles, que tout se passe bien. Ciao, ciao, bonne semaine.